Ciao ragazzi, bienvenue à Buonasera Calcio, l'émission qui donne son avis sur l'actualité du football européen 2 fois par semaine. Chaque lundi et chaque jeudi à 20h30, je passe 30 minutes avec vous en direct sur Twitch, mais aussi en podcast à écouter sur toutes les plateformes de streaming. Bonne émission. Bonsoir à tous, bienvenue dans Buonasera Calcio, encore 30 minutes ensemble à partager autour du football. Ce soir, vous savez, on est en pleine période internationale. Donc je cherchais un sujet un peu innovant parce que c'est vrai que j'ai pas, vous le savez, j'ai pas trop d'intérêt pour le foot international. Donc je me suis demandé un petit peu de quoi est-ce qu'on allait pouvoir parler. Et puis c'est vrai qu'il y a un club dont on n'a pas beaucoup parlé depuis le début de saison, c'est le Bayern. Donc je me suis dit probablement ça peut être intéressant de faire un espèce de petit bilan de ce qui se passe en bien au Bayern, ou peut-être un petit peu moins bien aussi. Donc voilà, est-ce que la grève Tuchel prend ou pas ? Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on revienne aussi sur le début de saison du PSG. Parce que c'est vrai qu'en fait, il y a plein d'informations, on va dire, contradictoires concernant ce PSG. PSG Made in, enfin pas Made in, mais en tous les cas, la version Luis Enrique du PSG. Avec, on va dire, le plan B, c'est-à-dire fini les stars, excepté Mbappé. Bienvenue aux joueurs du cru qu'on va chercher à prix d'or dans les clubs européens. Donc voilà. Date 73, non pas le PSG, si un petit peu, on va parler de ça. Mais en même temps, si tu n'aimes pas le PSG, c'est le moment de l'exprimer. Donc faut pas hésiter parce que effectivement tu vas pouvoir t'exprimer sur le PSG. Kaiser Kopex, hello, salut, hello. Ah, Date, salut Boris, ça va bien. Donc voilà, donc on va faire un petit bilan du PSG et savoir un petit peu comment ça se passe depuis le début de saison. Je vous propose qu'on commence tout de suite, en l'occurrence par le PSG. Donc j'ai titré ça PSG un début contrasté, effectivement, parce que on va dire que le microcosme parisien était très très enthousiaste à la fin de la saison dernière, parce qu'il y avait beaucoup de rumeurs sur les départs de Neymar, de Messi, etc. Et on s'est dit peut-être que c'était le début d'un nouveau le début d'une nouvelle aventure pour le PSG. Donc voilà. Bon, après il y a eu l'histoire Mbappé qui est venu un petit peu parasiter tout ça, avec la non-signature, le non-renouvellement au PSG. D'ailleurs, il a eu une préparation un peu tronquée, même si c'est, je pense, un grand professionnel. À mon avis, effectivement, il a pas eu une préparation complète, hein, ça se voit. Je trouve qu'il est un petit peu hors de forme. Et donc, Luis Enrique est arrivé. Déjà, il y a eu pas mal d'incompréhension de sa part, parce qu'il s'attendait pas à... Je pense que quand on lui a vendu le projet PSG, c'était pas sans Mbappé, avec un Mbappé qui est au placard, etc. Il a fait une revue d'effectifs lors de la tournée d'été. Il a décidé de qui restait pas, et c'est vrai qu'il y en a 2-3 qui sont allés visiter l'extérieur de l'établissement. Bien sauvé, d'ailleurs c'est assez ironique parce que le PSG a été sauvé par l'Arabie Saoudite, hein, on va dire, sur le dossier Neymar par exemple. Bon, par le Qatar sur le dossier Verratti, ça c'est un petit peu plus prévisible. Et puis pour Messi par les États-Unis, ou plus exactement, ils l'ont juste pas re-signé, donc voilà. Et puis a commencé la cour à Mbappé avec le projet Campos sur le retour des gens du cru, hein, donc Kolo Muani, Dembélé, entre autres, qui sont les deux têtes de gondole du projet PSG parisiano-parisien. Donc voilà, c'est un petit peu ça qui a été vendu. Luis Enrique a des idées de jeu très arrêtées, vous l'avez vu, vous le savez, vous le connaissez, on l'a connu au Barça, mais on l'a connu aussi en équipe d'Espagne. Alors c'est peut-être même en équipe d'Espagne qui s'est le plus exprimé vis-à-vis du jeu, parce que c'est vrai que ses passages au Barça et à la Roma sont assez contrastés en fait. Finalement, il est devenu très très vite pragmatique
avec l'équipe qu'il avait. C'est vraiment en Espagne où il n'a pas transigé sur le jeu de possession. Alors probablement aussi parce qu'il n'avait pas du tout les mêmes talents qu'au Barça et au Paris Saint-Germain. Au Barça et au Paris Saint-Germain, les joueurs qu'il avait, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais en 2015, il avait Neymar, un Neymar au sommet de sa carrière. Donc voilà. Et en l'occurrence, Neymar, il offrait de la profondeur. Et puis au Paris Saint-Germain, c'est la même chose avec les Kolo Muani, Dembélé, Mbappé. Il a beaucoup de profondeur. Donc je vais revenir un petit peu dans les commentaires là, parce que ça commence à discuter. Effectivement, le jeu de possession n'est plus si prégnant en fait, vu qu'il y a énormément de profondeur. Donc, au JCRM, bonsoir, salut, ça va, c'est pas grave. Je sais pas pourquoi t'as pas eu la notif, mais bon, voilà. Et le fait qu'il y a moins de joueurs au-dessus du club. Oui, c'est vrai, effectivement. C'est vrai que le fait que Messi et Neymar soient partis, Verratti aussi, ça dénote d'une certaine philosophie. Le gros problème, c'est qu'ils font ça pour un joueur, essentiellement, pour réussir à le re-signer, c'est Kylian Mbappé. Donc, je ne sais pas si, finalement, effectivement, il y a moins de joueurs au-dessus du club, mais il en reste un, et c'est le plus gros, peut-être. Donc voilà. Pour l'instant, on dirait, en tous les cas, de l'extérieur, moi, c'est comme ça que je vois la chose, c'est le club qui se plie aux exigences de ce joueur, qui est exceptionnel, qui, pour moi, est le meilleur du monde. C'est personnel, mais je ne vois pas quelqu'un qui est au-dessus de lui à l'heure actuelle, excepté peut-être Vinicius, enfin on va dire ça se discute quoi entre les deux. Mais donc effectivement c'est vrai que tu peux faire des efforts, mais s'il veut pas rester, il faut le laisser partir quoi. Mais bon bref. Kaiser Kopex qui dit 4-2-4 c'est la bonne tactique. Ouais non. Je pense que 4-2-4 il l'a fait une fois contre Newcastle et à mon avis ça va pas revenir. Mais ça fait partie du bilan contrasté du PSG. Très honnêtement, le bilan contrasté du PSG c'est finalement il y a un fond de jeu, tu le vois souvent. Enfin, c'est enfin un fond de jeu, on va dire, ordonné, avec des circuits préférentiels, avec des joueurs qui arrivent très très bien à s'intégrer dans le jeu, type Ugarte, type la défense centrale, c'est quand même pas mal, des choses comme ça. Et en même temps, devant, il y a aussi pas mal de problèmes. En fait, à vrai dire, le vrai problème, c'est le milieu de terrain, parce que Ugarte est un petit peu tout seul avec Vitinha et Zaïre Emery. Les trois sont mignons, mais c'est pas le très haut niveau international. Après l'attaque, moi personnellement, et j'aimerais, d'ailleurs je vais vous poser la question dans les commentaires, n'hésitez pas à répondre, mais Kolo Muani, je suis désolé, mais il a rien à faire là. Je sais pas ce qu'il fait là. En vrai, je trouve que c'est pas du tout. Alors le rapport qualité-prix, hein, là j'en parle même pas parce que c'est un carnage. Mais il n'a pas le niveau de ce niveau-là. On l'a vu en équipe de France et je suis pas sûr que un jour il transforme le niveau qu'il a. Un petit tour dans les commentaires. OJCRM qui nous dit: je vais faire un énorme hors-sujet, mais les joueurs italiens qui parient, c'est chaud. Fagioli aurait misé pour plus d'1 million. Il y a la liste qui est sortie des joueurs qui parieraient. Il y a des joueurs de beaucoup de clubs, effectivement. Tout à fait. Il y a déjà Tonali qui a comment dirais-je, dit qu'il allait collaborer avec la justice et suivre une thérapie d'addiction au jeu. Fagioli, effectivement, qui est un jeune joueur, c'est assez impressionnant. Ils sont tous jeunes, hein, d'ailleurs, parce que il y a les trois têtes de gondole, Zaniolo, Fagioli et Tonali, c'est des jeunes joueurs tous. Et parier 1 million d'euros, c'est chaud. Et surtout, parier sur des matchs où ils jouent, a priori, ça a l'air d'être ça. Donc ça craint vraiment, quoi. Ils vont prendre une grosse suspension. Bref, on verra. Pour Kolo Muani, j'avais pris l'exemple Jovic, passé de Francfort au Real, et beaucoup m'avaient dit que Kolo Muani, c'est pas Jovic. C'est vrai, c'est peut-être un peu moins bon. Non, je rigole. Mais Kolo Muani, sérieusement, hein, je suis pas du tout convaincu par le fait qu'il puisse transformer son potentiel dans un grand club. Alors le PSG de surcroît, parce que le PSG c'est vraiment la gabegie absolue en termes d'organisation, de gestion, etc. Le jardinier a certainement plus de pouvoir que l'entraîneur. Hein. Donc c'est vraiment n'importe quoi, et je pense que les joueurs ont besoin de stabilité, d'une institution sportive forte. Je veux pas utiliser des poncifs, mais je pense que c'est important pour s'épanouir, savoir à qui s'adresser, qui est le boss, quelles sont les directions claires de l'équipe.
Et au Paris Saint-Germain, on sait que c'est désorganisé. Et c'est vrai que même en équipe de France, hein, tu as tout à fait raison, au JCRM, il n'y a pas vraiment il ne transforme pas son truc. Donc déjà, Kolo Muani, je trouve que c'est plutôt un échec en termes de recrutement. Pour l'instant, hein, on en est à la 9e journée, donc, mais c'est quand même 10 journées, on va dire. 10 journées, c'est quand même à peu près un tiers du championnat. Donc c'est pas comme s'il était arrivé hier, quoi. Donc c'est vrai qu'il est arrivé tardivement dans le mercato, ce qui fait qu'il n'a pas eu la préparation avec les autres, pas complète en tous les cas, mais quand même, c'est 10 matchs, bon, c'est pas un truc, et en équipe de France, il est pas bon non plus, donc c'est compliqué. Gonzalo Ramos, je suis plutôt optimiste, mais je suis pas sûr, je pense que c'est un bon numéro 9, Gonzalo Ramos, mais je suis pas sûr que le système le serve vraiment, parce que ça fait un petit peu comme je sais pas, à un moment donné, quand il y avait Cavani, Mbappé, Neymar, on a l'impression que Dembélé, Mbappé veulent jouer ensemble absolument, et quand Gonzalo Ramos est sur le terrain, il l'oublie complètement. Donc c'est assez compliqué. Mais moi je pense que c'est un vrai bon numéro 9. Donc voilà. Alors attends. Ramos est arrivé tard lui aussi, on voit la diff entre les deux. Ouais, tout à fait, parce que lui aussi en même temps, il est fixé à un poste, contrairement à Kolo Muani, qui a été aussi quand même, ça c'est à sa décharge, il faut quand même le dire, qui a été aussi quand même déplacé entre l'axe et l'aile, et c'est un petit peu compliqué. Kaiser Kopex qui nous dit la Bundesliga prône le poste de numéro 9, Lewandowski, Kolo Muani, Haaland, Thuram, Guirassy et autres, ce qui peut-être donne un mauvais prisme des joueurs. Oui, c'est vrai, effectivement, de toute façon, c'est clair que si on compare la Ligue 1 et la Bundesliga est un championnat clairement tourné vers l'offensive, avec des déséquilibres des équipes assumé, ce qui fait que les numéros 9 ont beaucoup d'espace, et en particulier des numéros 9 comme Kolo Muani qui ont une certaine vitesse. C'est clair que c'est le championnat, on va dire, qui est vraiment idéal pour lui. Le championnat de France, c'est pas l'inverse totalement, mais enfin quand même, il y a quand même énormément d'équipes qui jouent bloc bas, et je pense pas qu'il ait la qualité technique pour faire des différences bloc bas sur des attaques, sur des défenses bloc bas. Beaucoup plus Gonzalo Ramos, qui lui, je trouve, a une vitesse d'exécution qui est bien plus développée que Kolo Muani, et qui sait jouer beaucoup plus dans les petits espaces. Et aussi qui fait des appels, en fait, même des petits appels pour essayer de créer des ouvertures pour les autres, et beaucoup plus que Kolo Muani. Donc pour l'instant, Kolo Muani, moi je trouve que c'est probablement la recrue qui est la plus ratée, on va dire, de ce mercato. Ensuite, il y a Dembélé. Alors Dembélé, c'est très contrasté aussi, parce qu'il fait des différences monstrueuses, mais le problème, c'est que derrière, il est stérile. Il n'y a pas de production efficace de ces différences. On le savait. Xavi en avait fait un superbe passeur décisif, mais pas du tout un marqueur. Enfin, pas du tout. Il marquait un but de temps en temps quand il est tombé un œil, mais c'est quand même pas ultra fréquent. En revanche, il faisait beaucoup de passes. Effectivement, il faisait pas mal de passes décisives. Et je pense que là, au PSG, il s'est peut-être vu un petit peu trop grand. Il s'est dit probablement, je suis la star de l'équipe avec Mbappé, donc il faut que je marque des buts aussi. Et je pense qu'il a un vrai problème de finition. Et très souvent, il retombe dans ses travers, les travers qu'il avait avant sa bonne période au Barça. Alors, bonne période quand il n'est pas blessé, hein, parce que encore une fois, c'est juste une question de quand il sera blessé, c'est pas une question de si il sera blessé. C'est comme, j'avais dit exactement la même chose avec Dybala. C'est ce qui s'est passé, malheureusement pour lui, je lui souhaite pas, mais c'est comme ça, là, malheureusement, Dybala va être out pendant un certain temps. Donc, ce sont des joueurs, on sait qu'ils vont être blessés. C'est juste quand est-ce qu'ils vont être blessés. Et en l'occurrence, au Barça, il a eu une bonne période, mais une bonne période entrecoupée de blessures quand même. Donc voilà. Et là, au Paris Saint-Germain, pour l'instant, il retombe dans ses travers, c'est-à-dire il fait toujours le mauvais choix. Mais il fait des très grosses différences. Donc lui, quelque part, si Luis Enrique arrive à le canaliser, ça peut quand même être intéressant. C'est juste qu'en revanche, il faut qu'il arrête d'essayer de marquer des buts, parce qu'il est vraiment nul. Il faut vraiment qu'il se concentre sur faire des passes pour leur numéro 9, Gonzalo Ramos.
Voilà. De l'autre côté, il y a Mbappé. Alors Mbappé, j'ai l'impression vraiment qu'il est hors de forme. En tous les cas, pas du tout à la forme qu'il a d'habitude. Il a encore des stats qui sont très très effectives. Hein, c'est pas un problème. Hein, mais c'est vrai quand même que c'est pas non plus le Mbappé vraiment rayonnant qu'on peut avoir. Donc voilà. Donc c'est un peu effectivement perturbant pour le jeu du PSG parce qu'on sait qu'il est tellement important que sur le jeu du PSG, s'il n'est pas à 100%, c'est très complexe de ne pas d'être performant. Donc voilà, Mbappé pour l'instant, j'ai l'impression que justement ça son espèce de, alors c'est le PSG hein, qui s'est un petit peu tiré une balle dans le pied, mais je trouve qu'effectivement il est pas encore au niveau. Avec l'équipe de France, il fait le taf. C'est vrai, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même contre des équipes, enfin les Pays-Bas, là, si on prend les Pays-Bas par exemple, les Pays-Bas, il y avait, je sais pas combien de blessés, il y en avait combien 8, non Date 73 qui me dit, 73 qui me dit Mbappé surcoté. Je crois pas, je sais pas, mais j'ai pas l'impression. En l'occurrence, avec l'équipe de France, il fait le taf, mais l'équipe de Hollande est une équipe qui est en souffrance depuis des années. Et là, en plus, c'était une équipe Y qui a joué contre l'équipe de France. Je crois qu'il y avait 6 ou 8 blessés titulaires quasi. Donc c'était vraiment une équipe un peu à l'arrache.com. Donc oui, il a fait le taf, mais c'était pas non plus flamboyant. Donc voilà. Mais bon, je ne sais pas si Luis Enrique a bien encore compris comment l'utiliser. Et puis encore une fois, il est encore dans ses tests au niveau schéma tactique. Il n'y a pas encore de circuit préférentiel. En fait, on l'a vu par bribes durant ce début de saison, mais il n'y a pas encore de circuit préférentiel vraiment défini au Paris Saint-Germain. Et Mbappé, pour l'instant, j'ai l'impression qu'il n'a pas trouvé sa place au Paris Saint-Germain. Il n'y a pas, enfin, dans le système de Enrique. Donc, ça va venir peut-être, mais voilà. En tous les cas, date 73, si on prend... il y a des gens qui parlent de Erling Haaland pour être le meilleur joueur du monde, etc. Erling Haaland, il a une équipe de Norvège qui est plutôt pas mauvaise. Très honnêtement, c'est pas, alors ils vont pas gagner des compètes, mais elle est plutôt pas mauvaise. Il a des coéquipiers qui jouent très bien au foot, du type Odegaard par exemple. On peut pas dire que c'est un petit joueur, c'est un gros joueur. Quand vous avez 2 très gros joueurs dans une sélection, normalement, dans un euro à je sais plus combien d'équipes, mais beaucoup d'équipes, normalement tu te qualifies quand tu es la Norvège. Et ça fait 2 compétitions d'affilée où ils se qualifient pas, et en Coupe du Monde, et à l'Euro. Donc je pense que si Cristiano Ronaldo était accompagné de Odegaard, par exemple, à son prime, hein, on va dire à 20 ans, ou si même Mbappé était accompagné d'Odegaard et puis de porteur d'eau, je pense sincèrement qu'il ferait la différence pour réussir à qualifier son équipe. Erling Haaland est éminemment dépendant de la production de son équipe et il fait pas de différence tout seul. S'il n'y a pas de jeu autour de lui, il se passe rien en fait. Et c'est ça la différence entre Mbappé et Erling Haaland, par exemple. Donc voilà. Après, effectivement, Vinicius, ça c'est autre chose. Peut-être que Vinicius est au-dessus de Mbappé, mais je vois pas beaucoup de joueurs qui peuvent être au-dessus de Mbappé. Mbappé a une vraie qualité et technique et physique. Donc je pense que effectivement, il est pas loin en tous les cas. Il est dans les deux quoi. Donc voilà. Je sais pas s'il est surcoté, mais bon. Donc voilà un petit peu les débuts du PSG. Après derrière, Zaïre Emery, Vitinha et Ugarte. Alors Ugarte fait des très gros matchs contre les petits. Il fait pas trop des très gros matchs contre les gros. Donc c'est compliqué. Enfin les gros et encore c'est Newcastle hein, les gros. Donc c'est pas non plus ouf. Il avait fait n'empêche un bon match contre Dortmund, même si je considère pas Dortmund comme un gros. Moi j'attends un petit peu le juge de paix Milan. Là, le match aller-retour en Ligue des Champions, parce que je pense que c'est le 23 et c'est le 7, je crois, novembre. Donc je pense que c'est là où je vais voir si Ugarte vraiment il arrive à se mettre au niveau, parce que le milieu de terrain du Milan est un milieu de terrain très performant, et donc je pense que là on va voir de quel bois se chauffe qui, et je pense vraiment que en tous les cas ils ont pris un jus vraiment incroyable contre Newcastle.
Voilà. Et j'ai beaucoup de doutes sur ce milieu de terrain, qui a un petit milieu de terrain sympathique. Les trois sont très sympathiques. Pour la Ligue 1, ça suffira largement, je pense. Mais pour tout ce qui sera au-dessus, ça va être compliqué, je pense, vraiment. Et c'est ça le vrai problème, je trouve, du Paris Saint-Germain. C'est pas trop la ligne d'attaque. Je trouve que Mbappé, Gonzalo Ramos et un Dembélé un peu plus motivé, voire un Barcola, un peu plus motivé, pardon, un peu plus cadré, voire un Barcola, je pense que ça pourrait le faire. En revanche, le milieu de terrain, je suis vraiment pas convaincu. Après, en défense, on va dire que Skriniar a quand même relativement trouvé sa place, même s'il n'a pas non plus une vitesse incroyable. Ils ont remplacé quelqu'un qui n'a pas de vitesse du tout, style Ramos, par quelqu'un qui en a peu, par Skriniar, mais en revanche qui est peut-être un peu plus dur sur l'homme à l'instant T. Lucas Hernandez, pour l'instant, c'est la même chose. Il fait un peu partie de la catégorie, tu sais pas, c'est pas une question de s'il va se blesser, c'est une question de quand est-ce qu'il va se blesser. Donc je lui souhaite vraiment de ne pas se blesser, parce que le problème c'est que Nuno Mendes est inexistant derrière lui. Donc c'est compliqué. Voilà. Donc voilà. Après Hakimi, je trouve qu'il fait plutôt un bon début de saison, malgré les casseroles qui traînent avec le procès les procès, on va dire, pour ses mœurs. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Il est quand même pas mal présent. Je pensais qu'il allait s'effondrer, mais non. Et puis, il y a toujours le problème de Donnarumma. Moi, je trouve qu'il ne rassure pas, il ne progresse pas depuis qu'il est parti du Milan. Donc, voilà, ça va être problématique aussi. En fait, c'est marrant, c'est que l'équipe est à l'image des résultats du début de saison. Il y a eu des matchs où on s'est dit, ça y est, c'est parti. On va dire Marseille, par exemple. Et puis, il y a des matchs où, quand tu vois Clermont-Ferrand et Newcastle, tu te dis, mais ok, donc on est très très loin de réussir à faire quoi que ce soit avec cette équipe. Donc voilà, c'est vraiment ça. Et c'est pareil, l'intégration des nouveaux, etc., c'est très contrasté. Et il y a des points forts dans cette équipe, mais il y a aussi de très gros points faibles. Et je suis pas sûr qu'ils réussiront à les outrepasser. Donc voilà, pour moi, en tous les cas, le début de saison du PSG, c'est très contrasté. Et je suis pas convaincu que Luis Enrique ait trouvé pour l'instant la vraie formule adéquate pour gérer cet effectif. Et je sais pas forcément s'il va réussir à le trouver. Donc voilà. Et pour moi, le vrai gros problème, il se situe au milieu de terrain, sachant qu'en plus, Zaïre Emery, Vitinha et Ugarte n'ont pas vraiment de remplaçants déjà à leur niveau. Donc c'est un gros problème. En défense, il y a l'aile gauche qui est, on va dire, dépendante un peu de la forme de Lucas Hernandez. Donc je trouve que en fait c'est une équipe qui est un peu en suspense, quoi. Donc voilà un petit peu. On va voir comment ça va se débloquer là après la trêve internationale. Peut-être qu'ils vont avoir travaillé, mais bon, il y a beaucoup d'internationaux au PSG. Donc Luis Enrique, il devait être avec 3 joueurs de moins de 16 ans, je pense, à l'entraînement. Donc ça n'aide pas à préparer et à améliorer le jeu de l'équipe. Donc voilà, et puis ça reprend très très fort là, on va dire octobre, novembre, décembre. C'est quand même des mois où il y a et Ligue des Champions et championnat quasi toutes les semaines. Enfin, j'exagère, mais ça joue très fort jusqu'à la trêve internationale. C'est là où ça s'accélère le plus. Donc voilà, ça va être sportif, je pense, pour le Paris Saint-Germain. Mais c'est là qu'on va voir de quel bois il chauffe. Donc voilà, on verra bien. Bref, un bilan assez mitigé du Paris Saint-Germain. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter. N'hésitez surtout pas si vous avez une réflexion. Avec grand plaisir. Et puis après, on peut terminer là-dessus. C'est que le Paris Saint-Germain a les pires résultats de l'ère qatari depuis la reprise en main de QSI du Paris Saint-Germain. En 9 journées, jamais le Paris Saint-Germain n'avait eu ces résultats-là, que ce soit en championnat. Donc c'est assez et même en Ligue des Champions, c'est la défaite contre Newcastle, elle est assez énigmatique, quoi. Donc voilà, bref. On va terminer là-dessus et puis on va passer au FC Bayern. Et puis en plus il y a Kaiser Kopex qui est là, donc je pense qu'il a pas mal de trucs à partager sur le FC Bayern. Alors le FC Bayern c'est un petit peu différent. C'est vraiment différent. J'espère qu'ils vont monter en puissance. Tu parles de quoi, du Paris Saint-Germain, date, je pense.
Le FC Bayern, c'est un petit peu différent parce que le FC Bayern, ils ont un niveau, on va dire. Ils ont déjà un niveau de base. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, ça a un petit peu baissé, en particulier l'année dernière. Hein, ils ont été beaucoup moins, on va dire, rayonnants qu'ils avaient l'habitude de l'être sur le surtout sur le championnat d'Allemagne, parce que finalement leur performance en Ligue des Champions elle est pas complètement innommable. Hein. Ils arrivent en demi-finale, ils se font sortir par le champion, donc bon, c'est pas fou. Mais en revanche, ils se font déglinguer par le champion. C'est pas juste une petite défaite contre le champion, non, ils se font éclater au match retour par le champion. Donc ça c'est un gros problème pour l'orgueil du Bayern, et c'est bien ça le problème du Bayern. Le problème du Bayern, c'est pas le niveau qu'ils ont à l'heure actuelle, qui est pas infamant. C'est très rare que le Bayern se rate contre les petits, surtout en Ligue des Champions. Ils l'ont fait contre Villarreal, mais c'était vraiment un épiphénomène. C'est très très rare que le Bayern se rate contre des équipes supposées moins fortes qu'elles. Donc ça c'est clair. Le gros souci, c'est qu'il commence à y avoir un vrai gap entre le Bayern et les top équipes en Europe. Ça fait qu'il y a, on va dire, 3-4 équipes qui sont très très fortes en Europe, et le Bayern de Munich est en train gentiment de rester le meilleur des autres, mais de ne pas pouvoir rattraper ces équipes. Et d'être à des années, pas des années-lumière, mais en tous les cas, assez loin du niveau de ces top clubs que peuvent être les gros clubs anglais quand ils sont là. Chelsea, on l'a vu, mais bon, là, Chelsea est rentré dans une espèce de marasme. Voilà. Manchester City, ça peut être aussi Liverpool quand ils étaient encore là. Ça pouvait être le Real, bien sûr. Enfin, parce que là, Liverpool ces derniers temps, c'est pas vraiment le même niveau. Mais ça pouvait être le Real, ça pouvait être le Paris Saint-Germain, ça pouvait être des clubs comme ça. Les top clubs européens, le Bayern n'arrivait pas à les concurrencer. Ils étaient un petit peu en deçà. Donc, enfin. Le PSG, c'est différent, parce que le PSG, ils les ont battus en finale, ils les ont battus un petit peu tout le temps. Mais c'est vrai que, voilà, ils commençaient à décrocher un petit peu du top, et c'est vraiment ça, en fait, où se joue l'intégration de Tuchel. C'est, est-ce que dans le championnat, ils vont redevenir un petit peu plus sereins, déjà, pour dominer leur championnat, parce que bon, ils ont gagné le titre l'année dernière, mais à la 89e minute du dernier match de la saison, hein, donc c'est pas non plus le titre le plus facile qu'ils aient eu à jouer. Et puis surtout en Europe, vont-ils réussir à lutter avec les top clubs qui vont être là? Donc c'est un peu ça. Choupo-Moting en pointe, dit Kaiser Kopeck, c'est clair que c'est un gros problème. C'est sûr que ne pas avoir de titulaire, on va dire, de gros attaquants, deux gros attaquants en tous les cas, pour pouvoir faire toutes les compétitions, c'est un vrai problème du FC Bayern. Donc effectivement, ils ont Mathys Tel qui est un super sub. Ils ont Harry Kane, mais c'est vrai que quand Harry Kane n'est pas là, tu passes à Choupo-Moting. Donc c'est plus compliqué. Donc voilà. Au JCRM qui dit le Bayern, ça ne se renouvelle pas tout comme la Mannschaft. Quand tu dois encore rappeler des Hummels et Müller, ça craint. Leipzig, eux, misent énormément sur des jeunes qui ont une grande marge de progression. Ouais, alors effectivement, tu as tout à fait raison, mais pour l'instant, les résultats donnent raison au Bayern. Même si là, depuis le début de saison, on voit que Leipzig pose des problèmes au Bayern. Hein. Ils les ont battus en Supercoupe d'Allemagne et sacrément battus. Et puis là, ils ont fait un match nul 2-2 qui menait 2-0 à Leipzig. Donc t'as raison, ils sont en train de combler l'écart. Mais il n'y a pas que, on voit que le Bayern comble l'écart. On voit que Dortmund, l'année dernière, était dans le coup jusqu'à l'avant-dernière minute pour le titre. Donc, effectivement, ça se renouvelle pas beaucoup parce que le Bayern attend des stars, mais en même temps, le Bayern ne veut pas investir comme s'il voulait recruter des stars. Ils veulent bien donner des très gros salaires, mais ils veulent pas payer des très gros transferts. Donc là, ils ont fait un peu une exception avec Harry Kane. Harry Kane qui a pas non plus 22 ans, hein, donc c'est quand même un très gros transfert pour une équipe qui est un joueur qui est on va dire au sommet. C'est un peu comme les vins, Harry Kane. Les vins, quand on veut pas être désagréable ou en tous les cas si on veut être flatteur avec un vin qui est un petit peu sur la fin, on dit qu'il est à son apogée. On va dire que Harry Kane, il est à son apogée.
il est encore très très bon, mais on sait qu'il progressera plus. donc voilà, c'est un peu ça le truc. C'est un peu comme quand je regardais les courbes de progression projetées dans PES des joueurs que je recrutais et que j'étais dans la saison 2028 alors que je jouais en 2003. Donc c'est un petit peu ça. Ludo qui dit Musiala, Kane, Guerrero, Kim, Leimer, la nouveauté est là quand même. Sesco d'ailleurs a encore mis un doublé hier avec sa sélection. Ah mais Sesco de toute façon on l'a dit hein. Alors Sesco il rate le but qui aurait pu faire gagner Leipzig à la dernière journée là quand il y a eu le 2-2. Ça m'a d'ailleurs surpris, j'étais un petit peu déçu parce que je me suis dit si Sesco fait gagner le match en rentrant, voilà, mais Sesco c'est une machine hein. Moi je pense que Sesco ça va devenir une machine vraiment. Et bah tu vois, tu me dis qu'il a marqué un doublé hier, merci au JCRM parce que je ne suis pas ce genre de football. Donc voilà, mais Sesco, ouais, je pense que ça va devenir une machine. Et c'est vrai que tu vois, le Bayern, investir sur un numéro 9 comme Sesco, bah, je pense que ça coûte pas la même chose que Harry Kane. Alors, ça doit être cher comme transfert, mais comme salaire, ça n'a strictement rien à voir. Et pourtant, je pense que ça, tu peux travailler avec ça. Tu peux faire une attaque Matistel-Sesco et ça peut être pas mal. Donc voilà. Kaiser Kopex qui dit 8 buts, 6 passes. Kane, bon pour le Bayern ou le Bayern, bon pour Kane? Je sais pas. Kane, c'est un très bon joueur. Franchement, c'est un très bon joueur. Je pense juste qu'il progressera pas, il progressera plus. Mais c'est un très bon joueur. Il a toujours eu des très bonnes stats. Même dans des clubs qui gagnent pas. Tottenham n'a jamais rien gagné, et pourtant, sous son règne, on va dire, et pourtant, il a toujours eu des super stats. Tout le monde disait que c'était le meilleur attaquant d'Angleterre, etc. Mais ça change pas que, oui, mais pas suffisant pour faire gagner son club. Donc, le Bayern a d'autres atouts que Harry Kane, heureusement, mais voilà. Il y en a un qui s'est transformé sous Tuchel, parce que c'est ça finalement, c'est est-ce que Tuchel va les emmener un peu plus loin? Bah, c'est Leroy Sané, qui est redevenu un joueur de foot. C'est pas seulement un people mondain. Donc ça fait vraiment plaisir à voir. Et clairement, pour moi, même pas d'ailleurs, je pense que c'est le meilleur joueur du Bayern depuis le début de saison. Vraiment, il fait des différences incroyables, physiquement, techniquement, il fait jouer les autres, il a un impact complètement fou. Des fois, tu as l'impression que les joueurs à côté, ils sont ralentis, tellement il va vite et ses crochets sont incisifs. Donc ça y est, il est revenu un petit peu, on dirait, à son niveau de Man City avant qu'il se pète les ligaments croisés. Donc c'est pas mal. Que manque-t-il au Bayern pour atteindre le dernier carré? Je pense que... Je sais pas, mais déjà, je trouve que la défense est quand même pas du niveau d'une équipe qui veut jouer la Ligue des Champions. C'est assez compliqué, je trouve, en défense. C'est pas du tout au niveau de Ligt. J'attends toujours. En plus, bon, bah voilà, il est blessé. Kim Min-jae, je trouve que l'intégration, elle est timide pour l'instant. Le duo avec Dayot Upamecano ou Mathis de Ligt, pour l'instant, tu sais pas trop. Et puis, tu sais pas trop si finalement, c'est pas de Ligt ou Upamecano la meilleure défense centrale. Pour l'instant, en fait, j'ai pas une vraie défense centrale qui se définit, où je me suis dit, ouais, eux, c'est sérieux. Après, tu vois, Alphonso Davies, bon, Guerrero, bah, il est blessé, mais voilà. Davies, Guerrero, c'est pas encore super. Mazraoui, c'est franchement, de temps en temps, il est bon à droite, mais c'est pas non plus. Enfin, je sais pas, c'est pas un truc. C'est pas très régulier. Et puis au milieu de terrain, bah, on a toujours un petit peu. Alors oui, on a Konrad Laimer, Leon Goretzka et Joshua Kimmich qui a été vraiment challengé en étant mis sur le banc, pardon. Donc oui, et Jamal Musiala, c'est intéressant, mais moi c'est surtout pour l'instant en défense, je trouve qu'ils n'ont pas encore trouvé la bonne formule. Et au milieu de terrain, je trouve qu'il manque vraiment un créateur. Kimmich a perdu un petit peu ça, et je trouve qu'il manque un créateur. Alors, Kaiser Kopex, oula, il dit plein de trucs. Tuchel l'avait dit, avec moi, vous allez revoir le grand Leroy Sané, donc ça, c'est bien, c'est déjà pas mal. Kopex, Neuer, est-ce qu'il revient, Neuer, tu veux dire? Peut-être, ouais. Kim a dû faire son service militaire en Corée, raison du début de saison fatigué. C'est possible, hein. Si j'avais dû faire le service militaire avant une saison de foot, je pense que j'aurais été fatigué aussi.
Est-ce que Neuer va avoir un impact sur la défense centrale? Très possible, hein. En tous les cas sur le positionnement, etc. Et puis même, lui, sa façon de jouer, c'est vrai qu'il occupe l'espace et donc il libère un petit peu ses défenseurs centraux du travail. Il leur permet de jouer beaucoup plus haut parce qu'il joue comme un espèce de libéraux. Donc, alors on verra dans quel état il revient avec sa jambe cassée au ski. Est-ce qu'il sera vraiment à 100%? Puis en plus sans son entraîneur fétiche qui s'entraîne depuis des années. Donc je sais pas. On verra bien si Neuer arrive à retrouver son niveau. Mais c'est clair qu'une défense centrale, enfin une défense tout court, avec Neuer derrière ou avec Ulreich, enfin c'est autre chose quoi. C'est pas la même chose. Même si finalement il est pas infamant Ulreich, franchement, hein. Mais c'est pas non plus fantastique quoi. Mais il a fait des bons matchs quand même. Donc toi t'as de gros doutes. C'est vrai qu'il a un certain âge. Neuer, il est de 86. Ouais. Donc effectivement, il est pas tout jeune, on va dire. Donc oui, c'est vrai, c'est quand même une interrogation sur est-ce qu'il va réussir à revenir à son niveau qui était... parce que le problème, c'est qu'en plus, il a une très grande carcasse, Neuer. Donc continuer à être explosif quand tu as une carcasse comme ça, c'est très très chaud. Mais c'est vrai que voilà, j'ai encore des doutes sur la défense et je pense qu'il manque un milieu créateur. C'est bien beau d'avoir des ailiers un peu faux follets. Musiala, je pense qu'il faut vraiment qu'il épure son jeu parce qu'il a tout pour être ce milieu créateur en fait. Mais le problème, c'est qu'il en fait, il fait toujours très souvent le crochet de trop, alors que ça y est, il a déjà fait la différence. Il faut juste qu'il fasse la passe. Il va pas faire des passes décisives à chaque passe. Et lui, en fait, c'est un peu ça. C'est soit il marque, soit il veut faire une passe décisive. Et le problème, c'est que c'est pas ça le football. Le football, en fait, des fois, il faut. Toi, tu vois une passe décisive, mais il faut peut-être 3-4 passes avant qu'on arrive à la passe décisive. Il faut savoir construire, quoi. Il faut vraiment prendre son temps, des fois. Et c'est fréquent parce que le Bayern joue très souvent en face de bloc bas. Donc, Musiala, quand il a de l'espace devant lui, il est décisif. Il fait des passes décisives où il marque des buts. Mais quand il joue contre des blocs bas, c'est là où il tente de dribbler un joueur, 2 joueurs, 3 joueurs. Et bien entendu, il perd la balle parce qu'un défenseur de haut niveau, je vais te dire, c'est sûr que, tu peux pas tu le dribbles pas comme ça. T'en dribbles un, mais derrière, c'est sûr que tu te fais rattraper. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Moi, je trouve qu'il prend pas assez son temps. Et je pense que c'est ça qui manque un petit peu au Bayern. Maintenant, est-ce que le système est le bon? Ça, je sais pas. Tu vois, c'est aussi ça. Ça oscille entre du 4-3-3, des espèces de 3-5-2. Enfin, il n'y a pas encore, pour l'instant, je trouve, de vrais systèmes de jeu avec les bonnes personnes au bon endroit, parce que dans un 3-5-2, ils se privent d'énormément de gens. Dans un 3-4-3, c'est bien, parce que tu peux mettre 2 ailiers et un gros numéro 9 qui pourrait être Harry Kane, mais c'est compliqué de jouer en 3-4-3 parce que ça doit se travailler énormément, beaucoup plus que les autres systèmes, parce qu'il y a le système de compensation, parce que quand tu joues en 3-4-3, tu te retrouves en 4-3-3 quand tu n'as pas la balle. Donc voilà, donc c'est un peu... c'est complexe et je suis pas sûr non plus que Tuchel maîtrise bien ça. Il manque Robben et Ribéry au Bayern. Ouais, alors maintenant que d'un côté, on va dire, il y a Leroy Sané et Kingsley Coman, qui est quand même un très bon joueur. C'est plutôt de l'autre côté qui manque peut-être quelque chose. Donc voilà, et on parle de Florian Wirtz cet hiver, bonne idée, bah oui, grave. Après, franchement, si le Bayer Leverkusen transfère Florian Wirtz cet hiver au Bayern de Munich, alors qu'ils sont en train de jouer le titre, voilà, ça sert même à rien qu'ils s'inscrivent en Bundesliga, ces gars-là, en fait. À quoi ça sert? Si l'année où vous pouvez gagner le titre, grâce à un Florian Wirtz qui est on fire, vous le vendez instantanément à l'intersaison, alors là, c'est n'importe quoi. Ok, que Wirtz s'en aille du Bayern, je pense que oui, bien sûr, ça va arriver. Si c'est au Bayern, c'est bien, mais peut-être que potentiellement, ça partira directement dans un très grand club, parce que Florian Wirtz a vraiment beaucoup, beaucoup de talent. Mais pas au mercato d'hiver pour renforcer ton plus gros concurrent. C'est pareil, c'est le syndrome Leipzig, ça, c'est n'importe quoi en fait. Donc voilà. Donc j'espère pas qu'il aille au Bayern.
J'espère, très honnêtement, toujours comme d'habitude chez moi, pour la Bundesliga, que ce soit pas le Bayern qui gagne le titre cette année et que le Bayern, qui est une très belle équipe qui met en valeur à fond la Bundesliga, soit le vainqueur de cette année. Ce serait vraiment top. En tous les cas, au regard du début de saison, je trouve que tu t'éclates plus à regarder le Bayern que le Bayern. Et le match Bayern était incroyable, en fait. Bayern d'ailleurs, était incroyable. Florian Wirtz, je le vois bien à City, perso. Je pense que City, ce serait bien qu'ils arrêtent d'empiler des gens et que, voilà. Moi, j'aimerais bien qu'il aille dans un vrai club historique, avec une vraie histoire, etc., etc. Avec une vraie tradition de gagne, tout ça. Moi, Florian Wirtz, j'aimerais bien le voir à, je sais pas, à Liverpool, à Manchester, s'il doit aller en Angleterre, hein, à Chelsea, un truc comme ça. C'est un peu ça que j'aimerais bien faire. Donc, voilà. Mais... Perso, je sais pas où j'irais. Ouais, je pense que Florian Wirtz, le club vraiment idéal pour lui, celui vraiment où il se sentirait le mieux et où vraiment il pourrait donner son plein potentiel, je pense que c'est le Milan. Non, je rigole, c'est une blague. Mais j'aimerais bien parce que Florian Wirtz, c'est typiquement le genre de joueur que j'aime beaucoup. Donc voilà. Bref. Voilà un petit peu sur le Bayern. Je suis pas sûr que le Bayern puisse cette année franchir le pas. Donc voilà. Bref, c'est tout pour moi ce soir. J'ai été vraiment enchanté de partager tout ça avec vous. Écoutez, je vous souhaite une excellente soirée. Et puis n'oubliez pas, on se revoit lundi prochain. Ok? Je vous souhaite une excellente soirée. Ciao les gars, ciao, ciao.